Dans cette conférence, Bernard de Montréal discute du phénomène de la nation et de l'évolution de la conscience humaine. Il explique que la division en nations est une nécessité pour les êtres humains afin de se regrouper selon leurs besoins évolutifs et trouver une identité collective. Cependant, avec l'évolution de la technologie et de la conscience humaine, la notion de nation devient moins importante et les individus sont de plus en plus enclins à se considérer comme des citoyens du monde. Montréal souligne que la Terre deviendra éventuellement une planète à caractéristiques universelles, mais cela prendra du temps en raison de la grande population mondiale et des régions encore sous-développées sur le plan psychologique. Il prédit que l'humanité sera finalement aidée par des forces constructives et créatives pour sortir de la mémoire nationale et devenir des individus dont la conscience ne se limite plus à une nation. De plus, il souligne l'importance de l'immigration comme un phénomène permettant à des âmes évoluées de vivre de nouvelles expériences dans d'autres pays. Les États-Unis et le Canada sont mentionnés comme des régions qui attirent ces âmes évoluées. En résumé, selon Bernard de Montréal, la division en nations est un phénomène évolutif qui permet aux êtres humains de se regrouper en fonction de leurs besoins, mais avec l'évolution de la conscience humaine, la notion de nation devient moins importante et les individus se considèrent de plus en plus comme des citoyens du monde. L'immigration est également perçue comme un moyen pour les âmes évoluées de vivre de nouvelles expériences dans d'autres pays. Selon l'auteur, si l'Amérique n'avait pas existé et que l'humanité était restée en Afrique, en Europe ou en Asie, les problèmes auxquels elle aurait fait face auraient été bien plus difficiles en raison de la mémoire raciale qui aurait été encore plus puissante. L'auteur affirme qu'il existe deux niveaux de mémoire, un niveau lié à l'expérience personnelle ou collective de la race, qui empêche l'homme d'être libre, et un niveau cosmique, qui fait partie du lien universel entre l'homme et son origine, sa lumière, son esprit. L'homme commence à avoir accès à ce niveau de mémoire, qui est le savoir. Ce savoir est connu dans une grande immensité de mémoire, mais n'est pas encore connu sur notre planète. Pour que ce savoir se manifeste dans le monde, il faut qu'une régence planétaire soit établie, un gouvernement invisible qui veille à ce que la gestion de ce savoir soit équilibrée et empêche son utilisation contre l'homme. Cette science utilisera les forces telluriques et sera très avancée, capable d'influencer les forces électromagnétiques à l'échelle mondiale. La régence planétaire est un gouvernement invisible ayant un support matériel et une base dans l'invisible de la planète. Il travaille au maintien de l'équilibre des forces en évolution sur la planète. Dans les prochains 2500 ans, une nouvelle race mentale évoluera, qui permettra l'évolution des autres races. À la fin de ce cycle, une septième race racine émergera, composée d'êtres sur le point de connaître l'immortalité de la matière, qui feront partie de la Confédération interplanétaire et de la gestion des affaires humaines terrestres et extraterrestres dans la galaxie en évolution. Dans cet extrait d'une interview, l'interviewé aborde le sujet de la science qui sera donnée à l'humanité lorsqu'il y aura une gouvernance planétaire manifeste. Il explique que tant que cette gouvernance n'est pas établie, l'homme ne pourra pas recevoir cette science, même s'il entre en contact avec d'autres civilisations. Les autres civilisations pourraient partager certaines informations, mais elles ne pourraient pas fournir à l'homme la vibration nécessaire pour comprendre la relation entre le terrestre et l'énergie atomique. Ensuite, l'interviewé parle d'un livre sur le complot cosmique, mais il ne peut pas commenter spécifiquement sur ce livre car il doit respecter les conclusions des travaux de recherche dans ce domaine. Il souligne qu'il est différent de l'humanité et qu'il ne fait pas partie des intérêts de l'humanité. Il mentionne que l'évolution future de l'humanité dépendra des forces cosmiques en jeu, à la fois extraterrestres et de la lumière. Il parle également de la fusion, qui est un tournant dans l'évolution des êtres intelligents et qui fait partie du lien entre la lumière et le mortel. L'interviewé affirme que la fusion est secrète et qu'elle ne peut pas être connue par les intelligences en involution. Il explique que les êtres en fusion auront une relation avec les autres êtres intelligents, qu'ils soient terrestres ou d'autres galaxies. Il souligne que ces êtres en fusion auront un savoir qui n'est pas contenu dans les archives astrales interplanétaires et que les forces involutives ne sont pas prêtes à accepter. De ce fait, certaines informations sur l'avenir de l'humanité seront voilées, car elles ne peuvent être connues que sur un plan individuel. Il conclut en disant que la fusion ne contribuera jamais à l'évolution collective de l'humanité, mais qu'elle est essentielle pour le développement de l'identité cellulaire psychique créée par les esprits. Les propos de l'auteur suggèrent que l'homme est en constante évolution et qu'il découvrira, à travers cette évolution du savoir, l'importance de l'influence de la fusion et de la conscience planétaire ou cosmique sur la domination des mondes de lumière sur les mondes de ténèbres. Les livres dont il est question sont intéressants pour certains esprits, mais leur intérêt peut être remis en question.
L'auteur souligne que chaque expérience vécue est propre à chaque individu, et il ne cherche pas à expliquer ou discréditer ces expériences. Il se positionne en observateur désengagé, préférant écrire et accumuler des livres pour un futur partage. L'auteur évoque également l'existence d'un code de communication avec des êtres extraterrestres, donné à un ami afin d'établir une relation amicale. En conclusion, l'auteur n'interprète pas le concept de l'antéchrist ou de l'antichrist et refuse de spéculer ou de s'engager sur des sujets qui ne l'intéressent pas. L'auteur de cette déclaration explique que ce que l'on appelle l'antéchrist est en réalité une forme spirituelle, occulte, hermétique, qui a été implantée dans l'esprit de l'humanité pour le préparer aux perturbations qui vont se produire à la fin du cycle. Les prophéties et les écrits des hommes font partie de ce conditionnement subliminal et servent à protéger l'individu face à des événements difficiles. L'antéchrist ne serait donc pas nécessairement une personne, mais plutôt une période de désordre et de confusion dans laquelle nous sommes actuellement. L'auteur souligne qu'il ne peut pas désigner un personnage précis comme étant l'antéchrist, car il faut comprendre cette réalité sans voile ni illusion. Son objectif est d'aider les individus à évoluer mentalement et à prendre conscience de ce qui se passe en eux, afin qu'ils puissent comprendre leurs relations avec les extraterrestres, la politique cosmique, etc. Il affirme que savoir est facile, mais que le plus difficile est de commencer à savoir. Il donne une canne à pêche pour permettre aux individus de chercher la connaissance par eux-mêmes, plutôt que de leur donner directement des réponses. L'auteur déclare qu'il n'est pas intéressé par la connaissance, mais plutôt par les expériences concrètes de la vie. Dans cette discussion, le conférencier évoque la relation complexe entre les nations et les personnalités qui les composent. Selon lui, chaque nation possède une personnalité qui influence son comportement et ses actions. Cette personnalité est contrôlée par des forces invisibles de l'astral. Il affirme également que l'avenir est déjà connu et créé par des forces intelligentes et évolutives travaillant dans d'autres sphères. Les conflits entre les nations et les différentes formes de pensée font partie de cette dynamique et de l'involution de l'humanité. L'homme individuel doit d'abord trouver son identité avant que les nations ne puissent être unifiées dans une conscience planétaire. Enfin, le conférencier partage l'anecdote d'un homme qui voyageait à travers le monde pour méditer dans les zones en conflit, mais il remet en question l'efficacité de cette approche pour résoudre les problèmes mondiaux. La médiumnité est décrite comme une forme d'envoûtement spirituel qui fait partie de l'involution de l'homme. Cependant, l'homme est en évolution et à l'aube de l'intelligence. Au fil du temps, l'homme a développé un mental inférieur suffisamment avancé pour ne plus être considéré comme un animal. Dans les derniers siècles, l'humanité a fait des progrès scientifiques qui dépassent ce que les anciens auraient pu imaginer en des milliers d'années. Il est donc important pour les individus sensibles et spirituels de ne pas chercher la vérité qui est une illusion astrale. La véritable réalité se trouve dans une organisation intégrale, scientifique, intelligente et créative qui fait partie de l'expression totale de l'énergie en évolution dans le cosmos. Tant que l'homme sera attaché à une quelconque forme de vérité par sa médiumnité, il sera manipulé et exploité par d'autres entités et ne possédera pas d'intégralité. La prochaine étape de l'évolution humaine rendra l'homme conscient de sa souffrance et lui permettra de se libérer de cette exploitation. Dans cette conversation, le médium Bruno de Montbrial et le journaliste François Perrault évoquent différents sujets tels que la recherche de la vérité, l'Amérique et les droits de l'homme. Bruno de Montbrial explique que la vérité est une idée fixée par l'astral et que l'homme a besoin de celle-ci pour combler le vide. Cependant, il souligne que lorsque l'homme sera dans le réel, il ne sera plus intéressé par la vérité. En ce qui concerne l'Amérique, Bruno de Montbrial la décrit comme une nation naïve mais qui commence à prendre conscience de certaines choses. Il estime que l'Amérique possède un grand président, doté d'une sensibilité interne qui l'amène à prendre conscience de l'importance des droits de l'homme. Il mentionne également l'ancien président Carter, qu'il considère comme un homme spirituel, capable d'impressionner les dirigeants arabes par sa spiritualité. Bruno de Montbrial explique que les présidents ont leurs raisons politiques, parfois incomprises cosmiquement, pour prendre certaines décisions. Par exemple, Truman a largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pour avertir les autres pays, notamment la Russie, de ne pas jouer avec l'Amérique. Il affirme que l'Amérique est un pays possédant un nouvel esprit, jeune, vigoureux et différent de celui de l'Europe. Il souligne que l'Amérique a protégé l'Europe contre le nazisme et protège maintenant le monde contre l'idéologie marxiste qui rompt avec les droits de l'homme. En conclusion, cette conversation aborde des thématiques telles que la recherche de la vérité, la naïveté de l'Amérique,
l'importance des droits de l'homme et le rôle de la politique internationale. Dans cet extrait, l'auteur discute de la relation entre l'homme, l'État et les forces cosmiques. Il affirme que l'homme doit maintenir sa noblesse et une pensée libre face à un système, afin de ne pas être exploité et opprimé. Il oppose les forces d'involution destructrices incarnées par la Russie, surtout marxiste, aux forces d'évolution constructives incarnées par les États-Unis. Ces deux grandes puissances sont en lutte, et cette tension est à l'origine des événements mondiaux. L'auteur affirme que les hommes politiques, malgré leurs bonnes intentions, ne peuvent contrôler les forces astrales qui manipulent les nations. Il évoque l'exemple de Nixon pour illustrer les conséquences de l'influence des forces astrales sur les chefs d'État. Selon lui, il est essentiel de comprendre cette réalité pour appréhender la politique mondiale de manière objective et créative. L'Amérique incarne la liberté et a appris que seule une constitution ne suffit pas à rendre un peuple heureux, mais que le peuple lui-même doit évoluer. Les forces qui s'opposent à la liberté humaine sont décrites comme puissantes et agressives, tandis que l'Amérique est perçue comme défensive mais capable d'agir avec force lorsqu'elle attaque. L'auteur affirme que les peuples occidentaux doivent apprendre à utiliser l'attaque avant la défense, afin de garantir les droits et la liberté de l'individu. Le Canada est un pays qui manque d'identité et qui est fortement lié à l'Angleterre. En revanche, les États-Unis ont réussi à se libérer du colonialisme britannique et ont établi leur propre identité. Le Canada est ainsi le bras droit politique des États-Unis et est considéré comme leur ange gardien. Tant que le Canada suit la direction des États-Unis, ces derniers se sentent bien. Cependant, si le Canada prenait une position contraire à celle des États-Unis, ces derniers seraient mal à l'aise. Les relations commerciales entre les deux pays sont actuellement difficiles, mais à long terme, il est prévu qu'il y ait un libre-échange entre le Canada, les États-Unis, le Mexique et éventuellement les pays d'Amérique du Sud. Le conférencier affirme que, politiquement et économiquement, il y aura une fusion entre le Canada et les États-Unis, bien que cette fusion ne soit pas totale. Il rejette l'idée de vendre le Québec aux Américains et souligne que la vie politique ne fonctionne pas de cette manière. Cependant, il croit que le Québec en tant qu'entité évoluera et sera reconnu à l'échelle mondiale pour sa créativité et son initiation. Il établit également une relation entre le Québec et le peuple juif, faisant référence à leur qualité psychique et cosmique. En ce qui concerne la France, il affirme qu'elle a besoin d'être perturbée dans son orgueil national et prédit la destruction de Paris comme un événement nécessaire à son évolution. Elle explique que la France représente l'orgueil ancien des civilisations et que la perte de son joyau, Paris, en sera le symbole. Dans cette discussion, les intervenants soulignent le manque d'esprit et de bon goût dans certaines formes artistiques contemporaines, qu'ils qualifient de putainerie pour des raisons politiques et d'équilibre entre la France et d'autres pays. Un exemple cité est une citation de Nostradamus prédisant l'ouverture de la France à l'islam. Les intervenants concluant, remerciant Bernard pour sa contribution.